Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour cette émission du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, nous sommes avec vous bien là, en direct, et aujourd'hui, ça va être un jour important aussi pour les îles du Sud, puisqu'à partir d'aujourd'hui, tous les 15 jours, nous aurons une chronique des îles du Sud, et c'est Philippe Bavardé, bonjour, qui sera ce porte-parole des îles du Sud. Bonjour Philippe, deux petits mots. Bonjour aux auditeurs de Canal 10 et bonjour au brillant journaliste. Oui, un journaliste qui est dans la durée et qui est surtout un professionnel équilibré, qui sait écouter toutes les voix et la population tranche en fonction des informations qui lui sont diffusées. D'accord. Merci. Donc tout à l'heure, on parlera avec toi de ces îles du Sud. Ensuite, on va recevoir, comme tous les 15 jours aussi, Danielle Minati, qui est généalogiste. Elle est indo-guadeloupéenne, comme on dit, pour aller vite, et s'est intéressée particulièrement aux Indiens guadeloupéens de la région du Lamentin cette fois-ci. On fait un petit peu le point avec elle. Un peu plus tard, Nestor Bajo, le président de la mutualité française en Guadeloupe, sera avec nous pour sa chronique habituelle. Et puis Sherline Gourdé, la psychologue du ZCL, sera aussi là. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est le Covid, puisque comme chaque semaine, le ou la Covid, vous choisissez, c'est gratuit. Comme chaque semaine, il y a un point qui est fait à la préfecture à Basse-Terre. Et hier, donc, le préfet, l'ARS, ont donné un petit peu le tempo. C'est vrai que des crabes seront mangés en maison. Il n'y aura pas de journée du crabe aujourd'hui. Mais enfin, la situation n'est pas encore bonne, mais elle n'est pas plus mauvaise qu'en Martinique, puisqu'en Martinique, vous savez, ça a véritablement explosé. Et aujourd'hui, les hôpitaux de Martinique sont dans une grande difficulté. Le conseil scientifique pluridisciplinaire sera aussi dans l'actualité avec Stanley Manicor. Alors, Marlène et Charline, vous ne les connaissez pas, moi non plus, je les découvre. Ce sont deux télépilotes professionnels. Ce sont des femmes qui pilotent des drones. Vous savez que le drone, aujourd'hui, ça sert beaucoup dans les reportages, dans les clips vidéo. On survole, bon, vous verrez un peu comment elles font ça. Et puis, les vacances apprenantes, un concept novateur. Des élèves qui apprennent la plongée archéologique. Ça s'est passé hier au collège de Kermadec. C'est très important. Des jeunes qui découvrent ce qui se passe au fond, dans la mer et dans notre pays. Voilà un petit peu le sommaire. On commence avec vous, bien sûr. Nous sommes là jusqu'à 14h avec vous, peut-être un petit peu plus. Et c'est Jordan qui a la réalisation. Alors, je disais donc que tous les 15 jours, il y aura une chronique des îles du Sud. Les îles du Sud, c'est Marie-Galante, mais c'est aussi Terre de Haut, Terre de Bas. C'est aussi la Désirade. Ce sont des îles, quelquefois, je le dis depuis quelques années, qui sont un petit peu abandonnées, malheureusement. Et pourtant, dans le dossier, le nom même du CTIG, ça s'appelle CTIG des îles de Guadeloupe, mais la Guadeloupe, c'est pas seulement Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, mais il y a aussi ces îles. Philippe Bavardé, bonjour, merci d'avoir accepté cette charge, parce que c'est une grosse charge de pouvoir chaque fois venir parler de ces îles du Sud. Quel va être le programme aujourd'hui? C'est vrai que c'est une charge qui est très honorante, parce que, bon, si nous ne le faisons pas, personne ne viendrait le faire pour nous. Oui. Donc, les ressortissants des îles du Sud ont pris pour philosophie que dans la vie, personne ne peut faire à notre place ce qu'on devrait faire. Donc, c'est une charge qui est nécessaire et importante. C'est vrai que certains esprits mal intentionnés veulent encore croire que nous sommes seulement des lanceurs d'alerte. Oui. Mais je vais rappeler tout simplement à toutes ces personnes-là que nous ne sommes pas seulement des lanceurs d'alerte, parce qu'eux, ils sont aux affaires depuis plus de 24 ans, oui. Et le mal-développement continue à s'accentuer. Alors que nous avons fait depuis les années 90 de nombreuses démarches. Nous avons rencontré le ministère de l'Intérieur, nous sommes allés au ministère de l'Outre-mer, nous avons rencontré le président Chirac, nous avons rencontré le président Sarkozy, nous avons fait... Les parlementaires aussi, il faut le dire. Les parlementaires de tous bords, de la droite, de la gauche, du centre. Nous avons donc rencontré ces personnes pour crier haut et fort que la Guadeloupe était l'un des seuls départements archipels, oui. Répartis en 8 morceaux. C'est une richesse quand même, il faut le dire. C'est un gros avantage, oui, c'est une grosse richesse.
Et malheureusement, par manque d'attention et manque d'humilité à certains moments. Et de vision aussi. De vision de la réalité. Nous avons perdu 2 morceaux, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc, Marie-Galante, Désirade, Terre de Haut et Terre de Bas reste encore dans l'archipel de la Guadeloupe. Mais nous savons qu'il va falloir continuer le combat parce que rien n'est donné. Nous savons qu'il y a 3 grandes régions en Guadeloupe. Certes, la Basse-Terre, c'est la capitale. La Grande Terre, c'est aussi un élément économique important. Mais les îles du Sud font partie aussi de cette 3e grande région qui non seulement a fourni une matière grise importante à la Guadeloupe, on le sait. Et plusieurs personnes issues des îles du Sud sont devenues présidents du département, et même actuellement, le département est présidé par Marie-Galante. Et ça comptait les écrivains. Aussi, les écrivains, les hommes, les musiciens de talent des îles du Sud. Et même, je dis au Philippe, le principal festival aujourd'hui culturel, il se passe dans les îles du Sud. Hein. Tout à fait, ce festival Terre de Blues, qui a été initié depuis à l'époque du Festag, avec Jean Girard et Nabajot qui avaient lancé cette idée, et ensuite est devenu le festival Terre de Blues. Donc tout cela pour dire que ce combat ne s'arrête pas, parce que si vous ne demandez pas, personne ne viendra le faire à votre place. Donc c'est un combat qui est important, et surtout la crise de 2009, la crise où LKP a constitué un socle important qui a permis de pouvoir avoir une tribune pour prendre en compte la véritable archipel de la Guadeloupe, où dans cette manifestation historique où les syndicats et tous les socioprofessionnels se sont rassemblés en 2009. Et effectivement, c'est ma prière, c'est ma bréviaire, ce document, l'accord Binot, qui a été un accord capital pour structurer l'avenir de ce pays, les considérants que je vais citer représentent le socle important de la structuration de notre combat. Considérant que la situation économique et sociale actuelle existant en Guadeloupe résulte de la pérennisation du modèle de l'économie de plantation. Ensuite, dans son préambule, considérant que cette économie s'appuie sur des rentes de situation de monopole, des abus de position dominante qui génèrent des injustices. Considérant que les injustices touchent aussi bien les travailleurs que les acteurs économiques endogènes. Considérant que ce sont autant d'obstacles au développement économique endogène et à l'épanouissement social. Considérant la nécessité de faire tomber tous ces obstacles en instaurant un ordre économique nouveau prônant une revalorisation du travail de chacun, chef d'entreprise et salarié, et promouvant de nouveaux rapports sociaux. Donc, ce socle-là nous permet effectivement d'espérer, de dire que notre combat était utile et nécessaire, cette mobilisation des îles du Sud, Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas et Marie-Galante, qui se sont associés à cet accord Binot et qui ont contribué à plusieurs articles. Nous avons fait reconnaître nos doubles et triples insularités qui ont causé tant de dégâts. Donc, nous, à l'issue de cela, ça a permis effectivement de mobiliser les services de l'État, et Yves Gégaud donc est venu à Marie-Galante pendant cet événement de LKP, et ça nous a permis de faire entendre notre voix. Et Yves Gégaud, lors de nos interventions à la communauté des communes, nous leur avons dit: nous avons assez de nous faire bassiner, nous sommes indignés par des comportements condescendants où nous sommes des adultes comme les autres, arrêtez de nous prendre pour des gamins. Nous avons quand même prouvé avec nos hommes de lettres, avec nos musiciens, avec nos hommes d'affaires, que nous étions capables de prendre nos affaires en main. Et donc il a décidé de mettre en place les assises des îles du Sud, qui nous a permis donc d'élaborer un document très important qui nous a permis de faire d'abord
le diagnostic la situation, de la situation, parce que ce diagnostic est important, et aussi des propositions. Nous ne sommes pas uniquement dans la critique, nous ne sommes pas uniquement dans l'inventaire des difficultés, mais nous avons fait des propositions concrètes, parce que dans ce diagnostic que nous constatons encore aujourd'hui, le chômage des îles du Sud est le plus important. Ouais. Au niveau de tout le territoire guadeloupéen, à Désirade, à Terre de Haut, Terre de Bas, se vide sans cesse. Nous perdons... C'est une dépopulation, il y a une dépopulation. Nous perdons chaque année 100 habitants. Donc quand on perd 100 habitants, c'est 100 foyers qui s'en vont. Absolument. Le père, la mère, les enfants. Donc ça veut dire que c'est une dépopulation importante. Nous étions un exemple... Marie-Galante, il y avait à l'époque 30 000 habitants, il y a une cinquantaine d'années, il y avait 16 distilleries, il y avait 5 usines à sucre. Au lieu de 30 000 habitants, nous sommes moins de 10 000. Au lieu de 16 distilleries, il en reste que seulement 3. Au lieu de 5 usines à sucre, il reste juste une dernière qui est branlante et qui est sous la menace constante. Donc, ce constat est important. Donc, nous constatons aussi que 30% de vie plus chère que tout ce qui se trouve sur le continent. Quand vous allez à Terre de Bas, vous achetez un parpaing à Basse-Terre, il faut le transporter. Quand vous l'avez transporté à Terre de Bas, il vous est revenu 5 € plus cher. Wow. D'accord, donc tout est plus cher. Quand vous avez des soucis pour des soucis de santé, vous devez aller donc voir un médecin. Donc il faut vous réveiller à 4 h du matin, 2 payer donc le billet de bateau, ensuite prendre un transport pour aller voir le spécialiste, et ensuite il faut manger. C'est même pas la double peine, c'est la quadruple peine. Non, finalement. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il y a certainement pire que nous. Hein. Nous sommes à plaindre, mais il y a certainement pire, mais il y a mieux que nous. Donc l'équilibre du territoire, surtout que nous ne sommes pas les seules îles dans l'Europe, puisque nous sommes européens, censés être européens. Il y a les îles des Açores du Portugal, il y a les îles Canaries, qui, eux, ont trouvé des solutions à ces doubles et triples insularités. Mais je vais vous poser une question, Philippe. À votre avis, pourquoi ce retard, cet enclavement des îles du Sud? Qu'est-ce qui se passe au niveau des politiques? C'est manque de vision, absence, les voies de Marie-Galante ou de Terre de Bas ou de Terre de Haut n'arrivent pas jusque là où elles devraient arriver? Pourquoi cette situation j'ai presque envie de dire catastrophique? Eh bien, écoutez, nous avons, c'est vrai, c'est une réponse bateau, hein, nous avons les élus que nous méritons. Nous en sommes responsables, nous avons voté pour eux. Malheureusement, nous en sommes là. Par exemple, la présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, il y a 24 ans qu'elle est présidente. Nous avons bâti avec l'ensemble des élus ce document qui a été financé par Yves Gégaud, c'est-à-dire le ministère de l'Outre-mer. C'est un projet de développement des îles du Sud, plan opérationnel d'action validé par tous les élus des 6 communes des îles du Sud. Donc c'est un plan qui est opérationnel, où il y a des fiches d'action qui nous permettraient de pouvoir tout simplement mettre en exécution ces fiches d'action. Et ça n'a jamais été appliqué? Mais écoutez, à 25%. Il y a des choses qui ont été appliquées, il y a 75% qui ne sont pas mises en application, tout simplement parce que ce sont les socioprofessionnels des îles du Sud, puisque au niveau du collectif des îles du Sud, nous avons pris une habitude de travailler avec les élus qui sont en place. Un mois avant toute élection, nous arrêtons toute activité associative et revendicative. Nous laissons nos mandants voter pour qui ils veulent. Mais ce que nous savons, nous restons chefs d'entreprise, quel que soit l'élu qui sera en place. Et un mois après les élections, nous recommençons nos activités et nous travaillons avec ceux qui sont élus. Maintenant, malheureusement, ceux qui sont élus, avant les élections, ils voient de bon œil et ils font même la promotion de notre document. Ils en parlent dans leurs conférences. Mais à la pratique, ils sont aux abonnés absents. Malheureusement, c'est ça la difficulté que génèrent ces situations de personnes qui n'ont pas forcément toujours l'oreille attentive aux douleurs de ces ressortissants. Alors, de votre point de vue, vous qui connaissez bien cette problématique des îles du Sud, qu'est-ce qu'il faudrait pour désenclaver les îles du Sud? Alors,
Dans ce document de synthèse synoptique du plan opérationnel d'action des îles du Sud, nous avons donc 6 grands volets. D'abord, le premier volet d'axe prioritaire de développement, c'est d'abord le désenclavement des îles du Sud. Oui. C'est la priorité des priorités. Alors, quand on dit désenclavement, pour les gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas, qu'est-ce que vous appelez désenclavement? C'est d'améliorer d'abord l'offre de l'organisation de la desserte maritime. D'accord, oui. Donc, organiser tout cela. Donc, c'est optimiser et rationaliser les dessertes maritimes des îles, tant vis-à-vis de la Guadeloupe continentale qu'entre elles-mêmes. Oui. Parce que aussi, il faut qu'on puisse... C'est vrai qu'on a la terre de haut pour la terre de bas, c'est pas toujours évident, je sais bien. Et il n'y a pas de ligne de Marie-Galante vers les Saintes. Si un Marie-Galante qui veut aller au Saintes ou à Désirade doit nécessairement faire escale en Guadeloupe. Quoi. Voilà. Ce qui est un peu particulier. Et c'est pas tous les jours que le bateau de Saint-François passe à Marie-Galante pour aller à terre de haut et terre de bas. Donc, c'est là aussi une double peine. Il y a aussi la création des liaisons aériennes performantes. Oui. Il faut aussi, parce qu'il y a des gens... Parce qu'il y avait un aéroport, un aérodrome, pardon, à Marie-Galante. La dernière fois que je suis venu, il y a 15 jours, je l'ai vu dans des suites, c'était l'aéroport. Mais précisément, c'est l'actualité du moment où, parce que nous avons mis une revendication pour sauver l'usine de Grand-Anse, des passionnés de l'aviation nous ont fait parvenir un document sur... la mise en place de photovoltaïques sur la piste de l'aéroport de Marie-Galante. Donc il faut se rappeler qu'il y a quand même 3 aéroports. Il y a Désirade, il y a Terre de Haut et Marie-Galante. Et puis il y a d'autres aéroports en Guadeloupe. Il y a Saint-François aussi. On trouve un peu surprenant, il y a Baïf. On trouve surprenant qu'on ne parle pas l'aéroport de Paul Caraïbe qui est le plus immense. On ne met pas de photovoltaïque là-dessus, alors qu'il y a beaucoup plus de place qu'à Marie-Galante. Et c'est à Marie-Galante qu'ils veulent mettre là. Les élus ont signé qu'ils étaient d'accord, et quand ils ont senti la pression, ils ont rapidement préparé un papier pour dire non, ils n'ont jamais été d'accord. Donc c'est quand même, il y a anguille sur roche. Et donc il y a une mobilisation où la population est complètement en colère, parce que c'est aussi un piège qui est mis en place pour tenter d'enlever des kilowatts à l'usine de Grand-Anse pour que cette usine ne se mette jamais en équilibre. Donc il y a toute une perversité là-dedans qui crée des situations très désagréables. Nous avons aussi, le deuxième axe prioritaire, c'est l'équipement des îles du Sud. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'équipement ? Parce que vous me dites ça, parce que je suis en train de penser que, par exemple, le collège de Terre-de-Bas a fermé, le lycée de Grandbourg... en sursis. Il est en sursis. Sérieux. Et quand même, c'est la jeunesse. Et de l'autre côté, cette jeunesse quitte ces îles, que ce soit... je prends le cas de Terre-de-Haut, où j'ai étudié un petit peu le problème, où la jeunesse est totalement partie de Terre de Haut. Aujourd'hui, il ne reste que des pêcheurs qui ont entre 50 et 60 ans. Et j'imagine que Marie-Galante suit le même chemin. Et aujourd'hui, il y a un ami qui me disait il y a autant de Marie-Galante dans la région Pointe-Noire qu'en Marie-Galante. Il y a 3 fois plus de ressortissants des îles du Sud qui vivent sur le continent, Basse-Terre et Grande-Terre, que de résidents. Parce que si nous avions... garder notre population de Marie-Galante, on serait à 50 000, à 60 000. Et là, actuellement, nous sommes moins de 10 000. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés vivre ailleurs. Ils ne sont pas revenus. Ils ne peuvent pas revenir, parce que vivre et travailler dans ces îles du Sud, ça reste un exploit. Pouvoir garder... Donc, effectivement, l'un des objectifs, c'est de gérer les questions... d'aménagement des îles du Sud, les infrastructures économiques et surtout... qu'elles soient compétitives, pour qu'elles puissent être rentables. Doter les îles du Sud de capacités endogènes de développement économique à travers des infrastructures attractives et fonctionnelles. Il faut qu'elles soient attractives. Si je comprends bien, d'abord régler le problème du transport, aussi bien maritime que aérien. Ensuite, rééquiper, ou équiper simplement, je dis rééquiper, ou équiper ces îles en structure pouvant justement, dans ces îles attractives, c'est ça? Oui, c'est tout simplement aménager le territoire des îles du Sud en équipements fondamentaux, basiques,
est indispensable au fonctionnement et au développement. Ouais. Donc, nous ne demandons pas de privilèges, nous ne demandons pas de faveurs, nous demandons simplement d'appliquer le droit à la matière. Les équipements qui sont utiles pour qu'une région puisse être équilibrée, attractive et dont les personnes qui investissent puissent se développer. Donc c'est le minimum, pas de privilèges, mais appliquer juste le droit. Dans la matière d'équipement des îles du Sud, puisque nous voyons l'embellissement des communes de Guadeloupe, l'aménagement du territoire, les équipements des collèges et les moyens pour les enfants de s'épanouir, des écoles de musique, au lieu de les maintenir, on les ferme à Marie-Galante, dans les îles du Sud, par exemple, au lycée, au collège de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, il y a des difficultés où ils sont en sursis. Et malheureusement, les enseignants de Marie-Galante, là, il y a actuellement 3 collèges. Ils veulent absolument en faire un seul gros collège et enlever de la vie à Saint-Louis, enlever de l'animation à Capesterre. Et donc, ça deviendra des petites bourgades. Donc, il faut mettre en place les conditions pour que les équipements des îles du Sud lui permettent de se développer. Notre 3e axe de priorité, c'est le développement des îles du Sud, c'est-à-dire valoriser les structures de la filière tourisme, parce qu'une activité, un pays, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut créer des conditions économiques, favoriser les démarches de développement économique intégrées, mais surtout durables, pour que ça puisse être transmis à nos enfants, développer l'attractivité fonctionnelle urbaine et spatiale des îles du Sud, former les forces vives, parce que c'est important de donner la connaissance, le savoir à nos enfants pour qu'ils puissent assurer la succession, affirmer une identité culturelle et ouverte. Donc, accompagner tout cela. Il est important d'accompagner ces structures, amplifier le développement économique et surtout faut que ça soit plurisectoriel. Il ne faut pas que ça soit que seulement dans un domaine. Donc, organiser et promouvoir la destination touristique des îles du Sud, des Irades, Terre de Haut, Terre de Bas, et surtout Terre de Bas. Terre de Bas est oubliée. Complètement oubliée. Elle est oubliée alors que Terre de Bas a un potentiel et avec une magnifique vue. Donc, il est important que nous puissions faire les efforts du rééquilibrage pour que autant de personnes qui viennent à Terre de Haut, c'est excellent puisque Terre de Haut est une locomotive de l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe pour promouvoir la destination, mais Terre de Bas a besoin de ce rééquilibre pour faire avancer les choses. Nous sommes en avance ou on est dans le timing, on termine là, parce qu'on a vu le désenclavement, l'équipement, le développement. Il nous restera dans une prochaine chronique à voir les problèmes de préservation, d'animation et d'appui aux îles du Sud. Ce sont des questions qu'on ne pourra pas traiter en 3 minutes. Non. Si on fait les choses, on les fait bien. Et je préfère que la prochaine émission, qu'on s'attaque à ces 3 prochains sujets: la préservation des îles du Sud, l'animation et l'appui aux îles du Sud, puisque ce sont des sujets que vous maîtrisez, Philippe, et je pense que les gens qui nous regardent à Désirade, à Marie-Galante et à Terre de Haut et à Terre de Bas ont envie aussi, effectivement, que sous ces questions, on ne survole pas, on ne fera pas de survol, on n'est pas en drone, on verra vraiment ces questions. Et donc, je dis déjà aux gens qui nous regardent et qui ont pris l'émission en cours qu'elle est en direct sur le Facebook et pourront dès ce soir revoir l'émission, et que Philippe, on va le retrouver l'autre jeudi sur ces questions-là. Et régulièrement, et je demande même aux Marie-Galantais, aux Saint-Ouen et aux Désiradiens s'ils ont des sujets qu'ils veulent, qu'ils souhaitent qu'on aborde, de nous faire part ou de faire part à Philippe. De toute manière, puis vous êtes en contact avec les gens dans ces régions-là. Oui, avec la famille Beaujou à Terre-de-Bas, avec la famille Samson, avec Hilaire Brudé, avec aussi la famille Lognos à Terre de Haut, avec les Désirades, les Dulorme.
et aussi la famille Toton, d'autres personnes qui ont œuvré pour que nous puissions ensemble monter tout cela. Je voulais dire, est-ce que j'ai terminé ou est-ce que je peux encore... Un dernier mot. Je voulais tout simplement rendre hommage à toutes ces personnes-là qui nous ont ouvert la voie et qui ont construit toutes ces choses-là, comme le docteur Félix Selbonne, monsieur Antoine Toto, Jean Lemesse, monsieur Hippolyte Grenier, Francis Siwa, Michel Joséphine, qui ont mis en place toutes ces structures d'aviation qui ont permis à ces îles du Sud de se structurer. Et nous avions un aéroport qui était classé parmi les 10 meilleurs aéroports de France et de Navarre. Je voudrais aussi saluer la mémoire des grands capitaines comme le capitaine Serge Boulonne, Francis Pasbeau, Aimé Gustarimac, Harry Calme, le père aussi d'Harry Calme, qui a été un brillant, Moison, aussi Denis Brudet, qui a aussi les Valas, Terre de Haut, Terre de Bas. Donc, toutes ces personnes-là, et je vais terminer par tout simplement en vous disant que nous avons aussi des grands chaloupiers comme M. Charles Siwa, M. Charité, qui avait ce bateau, la Main de Dieu, qui nous permettait de monter dans les bateaux à l'époque. Et il y avait tous ces bateaux à l'époque, le Delgrès, l'île d'Émeraude, Capella, tous ces bateaux qui ont marqué la vie des Marianais, parce que traverser... De toute façon, on fera un focus sur ça. Il y a des choses extraordinaires. Parce que j'ai vu des images que vous m'avez envoyées, que je ne connaissais pas, et ça m'était... Alors, je voulais me poser une toute petite dernière question, très rapidement. Où on entend rapidement de l'usine, la Marie-Galante? Alors, actuellement, où on entend, nous sommes des gens pragmatiques. Nous pas qu'à acheter chat en sac, parole en bouche, pas chage. Monsieur Chalus a fait son show à Marie-Galante. J'étais très heureux qu'il nous a fait de belles promesses. D'accord. Madame Borel-Lincertin, c'est quelqu'un de sérieux et j'ai une grande confiance en elle. C'est une Marie-Galantaise, je peux compter sur elle. Donc, ils ont donné mission au préfet d'aller défendre nos intérêts aux différents ministères. Ça fait maintenant 15 jours, pas un mot. Mais la récolte a commencé quand même? La récolte va démarrer. La coupe a été déjà commencé à être distribuée. L'usine va mettre en marche le 7 et on va commencer à broyer le 8. Mais en attendant, on n'a pas la réponse de l'État. On n'a pas de délibération, de date ou la délibération de toutes les promesses qui ont été faites par Chalus. Et nous demandons à Mme Borel-Lincertin de les booster pour que nous puissions avoir des documents. Parce que la parole s'en va, mais heureusement que les écritures restent. Alors, ce que je veux dire, c'est que la prochaine chronique des îles du Sud, il faudra apporter réponse à tout ce que vous venez de dire là. Écoutez, de Chalus, de Mme Borel et de l'État, savoir est-ce que c'était parole en bouche ou bien est-ce que c'est charge. Voilà. Merci en tout cas, Philippe. Je rappelle donc cette chronique du Sud, on va la retrouver dans une dizaine de jours. Et là, il est déjà pratiquement 13h03, on a pris un peu de retard. On va commencer tout de suite, on va prendre la première pause et on va retrouver dans un instant avec Daniel Minati qui est là et qui pétille déjà d'impatience. Elle va nous rejoindre. Bonjour Daniel et à tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZTL News. Je vous l'ai dit comme chaque mois, on reçoit Madame Daniel Minati qui est là avec nous. Elle est généraliste indo-guadeloupéenne. Bonjour. Bonjour Daniel. Je devrais vous dire namasté. Namasté. Voilà. Et avec elle, on fera un petit tour du côté du Nord-Bastère, c'est-à-dire du Lamentin-Savant, les familles indiennes qui sont arrivées là. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la Covid. Vous savez que tous les mercredis, il y a à la préfecture un point qui est organisé par le préfet, l'ARS et la rectrice. Pour savoir un peu quelle est la situation. Je vous laisse découvrir le reportage d'Olivier Félix, qui était là-bas en direct. On regarde. On a à peu près autour de 300 personnes par semaine qui sont contaminées nouvellement. Le problème, c'est que c'est un plateau haut qui fait que ça génère des hospitalisations. Des cas graves, puisque nous tournons autour de 14-15 personnes en réanimation régulièrement, et puis à peu près une quarantaine de personnes hospitalisées. Et malheureusement, la semaine dernière, on a eu 5 décès, la semaine précédente 4 décès. Enfin voilà, donc ça génère des cas graves, ça génère des décès. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à faire descendre ces chiffres. Alors, il y a des petits espoirs cette semaine parce que le taux de positivité baisse un petit peu. Il est passé de 8 à 7 sur le territoire. Et le R, le taux de reproduction, est un peu à nouveau en dessous de 1 à 0,81. Mais bon, souvenez-vous, il y a 15 jours, ça avait aussi un peu diminué, puis c'est remonté. Donc il faut vraiment attendre. Bon, le point d'inquiétude, c'est évidemment le week-end de Pâques.
parce que le week-end de Pâques va être déterminant avec des taux à 300 par semaine, donc ça veut dire qu'il y a un gros réservoir quand même sur le territoire de virus. Si on se rassemble dans des regroupements familiaux, on va se retrouver avec des contaminations, c'est quasiment certain. Donc il faut vraiment qu'on fasse des petits groupes, qu'on se réunisse à la maison tranquillement, plutôt dans le jardin, là où c'est bien aéré, et puis qu'on fasse attention à nos parents fragiles. Il y a deux points qui sont importants. Premièrement, on est sur des chiffres stables. Donc c'est à la fois positif puisque ça veut dire qu'on n'a pas d'augmentation forte et je suis très content parce que on avait une appréhension quand même depuis la semaine dernière d'avoir une augmentation importante qui existe, surtout qu'on l'a vu sur l'île Sœur, il y a une augmentation beaucoup plus importante qui existe, donc on avait cette appréhension. Il y a un point qui est un peu plus négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation forte mais on n'a pas de diminution non plus. Donc on se retrouve sur une situation de palier qui, vous vous souvenez, il y a 2 semaines déjà on avait évoqué ce point, qui est une situation un peu inconfortable parce que ça veut dire que ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Ça justifie d'autant toutes les mesures que nous allons prendre pour le week-end de Pâques, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un week-end à risque. Tout le monde le mesure bien, tous les gens qui sont responsables nous l'ont dit. Je sors d'un comité des élus, tous les élus nous ont mentionné vraiment ce week-end de Pâques comme étant un week-end qui est normalement un week-end de fête. On en a bien conscience, un week-end dans lequel on se retrouve entre amis, en famille, pour faire des déjeuners et des dîners, pour se retrouver sur la plage, pour y pique-niquer, pour y camper même, d'habitude. Et bien cette année, on ne pourra pas le faire parce qu'il faut vraiment que nous fassions très attention. Rappelez-vous, l'an dernier, on était dans une phase où on était encore plus restrictif, c'est-à-dire qu'on était en confinement, qui avait même été augmenté pendant le week-end de Pâques. Cette année, on a des taux qui nous permettent de garder une activité pendant la journée, mais il faut que nous soyons très vigilants pour la suite. Donc pendant toutes ces activités, y compris les activités de culte, il faut faire très attention aux gestes barrières, il faut faire très attention à la distanciation, au port du masque, au fait de se laver les mains ou de mettre du gel hydroalcoolique, et puis se restreindre dans toutes ces activités de fêtes et de banquets ou de repas en famille. Il faut privilégier plutôt dehors, plus qu'à l'intérieur, être peu nombreux, avoir une grande distance entre soi, et le soir de ne pas camper, de ne pas dormir aux mêmes endroits ensemble. Ça veut dire ne pas faire de camping, qui sont, je sais, une tradition en Guadeloupe. Voilà, on sait ce qui va se passer. Alors je rappelle quand même, puisque Mme Minacci est là, que le week-end pascal en général, les fêtes indiennes commencent à cette période-là. Et donc on m'a posé la question, et la question a été posée à la préfecture, à l'ARS. Il va falloir, on ne va pas fermer les temples hindous, mais il va falloir respecter pendant cette période les gestes barrières. Voilà. Sinon, bien, on va débuter avec Daniel, qu'on salue. Alors aujourd'hui, on s'est arrêté sur le Lamentin. Alors oui, j'ai choisi le Lamentin, non pas parce que c'est une commune importante au niveau du nombre, c'est parce que j'ai fait le travail sur le Lamentin. Donc la mairie du Lamentin m'a ouvert les portes juste de l'état civil. Donc j'ai fait un travail sur 90 ans, donc j'ai quand même pas mal de données. Donc ça me paraissait bien de faire le Lamentin. Mais la ville la plus importante au niveau du nombre, c'est quand même Sainte-Rose pour la période, oui. Puisqu'il y avait des usines à Sainte-Rose et les communes moi, je vois le avoisinantes. chiffre 1279 à l'époque à Sainte-Rose. Oui, et vous en avez que 856 à ce moment-là, au même moment. Hein. Et même Petit Bout, quand même, on va traiter Petit Bout un jour, j'espère. Oui, les communes vont venir au fur et à mesure que j'avance, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui. Donc on choisit les communes en fonction justement du travail qui est effectué. Et donc la prochaine fois, on verra bien, parce qu'il y a aussi le côté de Petit Canal où j'ai travaillé pour Louis. Donc voilà, j'avance petit à petit. Donc ça sera le Lamentin aujourd'hui. Oui. Donc évidemment, toutes les familles ne seront pas citées, puisqu'il faut quand même choisir quelques-unes. Donc on va en débattre. Alors il faut quand même dire que le 15 mai 92, le 92e convoi arrive. Le bateau s'appelle le Neva, c'est bien ça? Oui, c'est le dernier. Oui. Donc c'est le 15 mai 1885. 85 exactement. Et il venait de Calcutta et emmenait les derniers immigrants. Dans l'immigration réglementée. Réglementée, parce que oui, effectivement. Et je vois qu'en 1892, il y avait quand même déjà 15 947 Indiens en Guadeloupe. Alors, les chiffres sont différents. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'au total, on a eu près de 44 000 Indiens qui ont débarqué en Guadeloupe. Oui, entre 1854 et 1892, c'est ça? Entre 1854 et 1889. 89, oui. Puisque le dernier bateau, le dernier n'est pas dans l'immigration réglementée, c'est un bateau qui est un bateau supplémentaire qui va être commandé par les planteurs. Donc il va encore amener du monde, mais à ce moment-là, c'est 4 ans après le dernier bateau de l'immigration réglementée. Donc à ce moment-là, on a, dans les chiffres que vous avez là, dans les 44 000 arrivés, il y a des décès.
Donc, Aussi, oui. voilà. Donc, le chiffre de 15 947 qu'on recense en 1892, Oui. c'est le chiffre du nombre d'Indiens qui se trouvent en Guadeloupe à ce moment-là. Officiellement. C'est-à-dire entre les décès, les naissances Et ceux qui sont et repartis. ceux qui sont repartis. D'accord. Alors, on va avoir donc les premières familles implantées au Lamentin. Alors oui, alors j'ai fait quand même un petit recensement. Donc j'ai pas repris ceux qui sont décédés ou qui ont eu des enfants qui sont morts à la naissance ou pour en bas âge. Hein. J'ai quand même répertorié que les familles qui subsistent encore. C'est-à-dire on est parti d'un couple et dont les descendants sont encore présents. Donc la première famille que j'ai trouvée, c'était les Hérins, qui est une très grande famille quand même au niveau du nombre au Lamentin. Et cette famille-là, donc les premiers Indiens, c'était un couple. Donc c'est Monsieur Hérin, fils de Massy, et sa dame s'appelait Chélie. Donc ils sont arrivés et leurs enfants commencent à naître à partir de 1863. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés un petit peu avant. Donc dans la première vague, dans les 10 premières années de l'immigration. Donc cette famille-là va effectivement s'implanter. Elle va être alliée à une autre famille qui s'appelle, c'est les Élapins. Donc, vous avez dans la même période à peu près 5 ou 6 familles qui vont vivre ensemble. Et effectivement, les enfants vont... Donc, ça va faire comme une petite communauté indienne au Lamentin. Plus tard, ils vont aller vers les communes avoisinantes, c'est-à-dire Sainte-Rose, où les gens de Sainte-Rose viendront aussi chercher des conjoints au Lamentin. Donc, le brassage va se faire un petit peu plus tard. Mais dans les premières années, on a quand même ce brassage entre ces familles-là, donc les Élapins, les Narayanins, les Vaïtilingons et les Adéquilom. Donc, en fait, juste un petit mot, Daniel. Quand on voit un nom quelque part, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que je vois par Narayanais, moi je pensais que Narayanais c'était plutôt du côté du Moule ou de Capesterre en fait. Non, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Oui, il y a des noms qui reviennent dans les communes. Les Vaïtilingons, on en retrouve aussi à Saint-Claude. Oui, justement. Donc, non, comme je vous ai déjà expliqué, ce sont des prénoms au départ. Puisque les Indiens sont venus avec un patronyme, un nom. Et des Vaïtilingons, il y en avait plusieurs. Donc, ceux qui ont réussi à survivre avec leur famille jusqu'à aujourd'hui, ont donné des descendances donc, dans chaque commune. Ce sont des gens qui ne sont pas apparentés entre eux. Et justement, je voulais revenir sur la famille Vaïtilingon, les Vaïtilingons du Lamentin. Vaïtilingom ou Vaïtilingon? C'est une déformation. C'est une déformation. Mais le vrai nom, c'est quoi? C'est Vaïtilingom. C'est Vaïtilingom. Vaïtilingom, voilà. D'accord. Donc, ce que je voulais dire sur cette famille, c'est assez particulier parce que les Vaïtilingons du Lamentin, ils ont le même nom, mais ils ne viennent pas du même ancêtre. Et cependant, ils sont apparentés par les mamans, en fait. Parce qu'en fait, on a 2 sœurs, c'était la famille, donc comment s'appelle-t-elle? Les Adéquilom, donc les filles Adéquilom, donc 2 filles, qui ont épousé 2 hommes Vaïtilingons. D'accord, mais 2 Vaïtilingons différents. Voilà. C'était un du Lamentin qui vivait avec eux, et un autre qui est venu de Port-Louis, qui est venu au Lamentin et qui a épousé une sœur de la première, de la première fille Adéquilom. Et ces familles ont vécu ensemble, puisque c'était 2 sœurs avec 2 beaux-frères, en fait, 2 maris, et les enfants sont cousins. Mais ils n'ont pas la même origine au départ. Voilà. Je comprends bien. Alors, concernant, on peut aussi parler on a parlé des Narayanais. Les Narayanais se sont implantés, donc on a dans leur famille aujourd'hui les Matoura Parsad, donc en descendance. Vous avez donc les Hérins et les Lapins qui sont aussi connectés, donc dès le départ. Mais bon, les familles sont encore connectées. Aujourd'hui, on retrouve toutes ces familles-là dans les communes autour. Hein. Donc, il y a beaucoup de Lamantinois qui vivent aujourd'hui à Petit-Bourg, à Sainte-Rose et à Bémao. Matoura Parsad, j'en connais à Sainte-Rose. Hein. Oui, parce qu'après, il fallait aller quand même à côté. Puis c'est Sainte-Rose qui était la plus grosse commune, donc où on avait le plus de chances possibles de se marier ou de trouver un conjoint. Ganga, il y en a toujours. Alors, c'est Somai Ganga. Ah, c'est son nom composé, oui. C'est parce que justement, alors, la particularité de ce Nord-Bastère, c'est que partout en Guadeloupe, nous avons un seul nom. Moi, je m'appelle Minachi et ma famille s'appelle Minachi. Par contre, sur le Lamentin, on a plusieurs familles, enfin pas sur le Lamentin, sur le Nord-Bastère, c'est-à-dire la commune de Sainte-Rose et du Lamentin, éventuellement de Bémao, puisqu'il y a aussi un petit peu à Bémao.
ils ont des noms à rallonge. C'est-à-dire qu'on leur a donné le nom de leur père, plus le nom de leur grand-père. Et parfois aussi, on a ajouté le prénom du père. Donc, on a par exemple les Boudou Silatan. Comment ça s'appelle? Boudou Silatan. J'oublie le prénom du papa. Soukemani, voilà, Soukemani. Donc il y a Boudou Silatan Soukemani, c'est un nom complet, oui. C'est-à-dire que vous avez les 3 noms collés, alors que c'était 3 personnes, enfin c'était 2 personnes, c'était Boudou Silatan et Soukemani, c'était un prénom de l'un d'entre eux. Donc on a collé ça à l'état civil et jusqu'à présent ce nom-là perdure. Hein. Ah bon, avec trois noms d'un seul nom? Oui. Alors, vous avez les Gourdine Batchou, vous en avez beaucoup qui s'appellent comme ça. Gayadine Haricharn, oui, voilà. Absolument. Vous avez beaucoup de familles comme cela qui ont 2 noms. Bon, c'est vrai que c'est un peu joli d'avoir 2 noms. Mais au départ, Sultan Boula Soukemani. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, Abdul Maneroudine, par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore? Gobindos Bichai. En fait, Bichai, c'était le prénom de Gobindos. Hein? Donc, voilà, tout ça, c'est devenu un nom. Mais j'ai remarqué ça surtout quand j'ai travaillé sur le nord de la Basse-Terre. Je ne l'ai pas retrouvé spécialement ailleurs. Ça peut échapper. Mais en gros, au Lamentin, on dirait que c'était une institution, que c'était vraiment comme ça qu'on devait le faire. Alors, sur les dernières familles arrivées, justement, je remarque qu'il y a des noms qu'on trouve aussi à Capesterre, Ramlal. Alors, les Ramlal, ce sont des gens de Lamentin. Ah, au départ Ils ont migré parce qu'il y a eu des Ramlal qui sont venus se marier à Capesterre et qui se sont implantés. Mais leur origine est au Lamentin. Les Ramnaraïn aussi qui habitent à Capesterre, ce sont des gens du Lamentin. Moi-même, par ma famille, alors c'est pas comme ça, c'est pas le nom qui est descendu, mais j'ai remarqué que nous aussi, on vient du Lamentin par notre arrière-grand-mère qui était une demoiselle Kodaï Louton. Donc il y en a encore sur le Lamentin, mais cette famille, comme c'était une fille, elle est venue à Capesterre et le nom n'a pas été transporté à Capesterre. D'accord. Boudou, c'est un nom qu'on trouve à Capesterre aussi? Oui, mais d'origine... Boudou et Boudou, là, il y a les... Oui, mais les Boudous, c'était quand même un nom assez courant. Donc, ce ne sont pas ceux du Lamentin qui sont là. Les Boudous qui sont à Capesterre viennent de Port-Louis. Ah, ils viennent de Port-Louis. Alors, j'ai vu un nom, il faut que je... Moutoussami, le frère de Thérèse Poulain, Moutoussami. Alors, Moutoussami, c'est quelqu'un qui est venu du Lamentin. Oui, au départ. Oui, il était implanté au Lamentin et il est venu se marier au Lamentin. Et sa fille... Donc, sa fille... Alice. Donc, alors, voilà, il est venu se marier avec une fille à Dekilom. Oui, ah, d'accord. Oui, non, c'est pas ça. C'est une femme... excusez-moi, parce que là, franchement, vous m'avez pris au dépourvu sur cette famille, parce qu'elle est très compliquée, la famille à Dekilom. En fait, les 2 filles se sont mariées avec 2 Vaïtilingos, je vous ai dit ça. Il y a une qui a épousé un Goubendos. C'est ça? Voilà, vous avez la fille de l'une des 2 filles, c'est-à-dire Adèle et Louise. C'était les 2 au départ qui ont épousé les Vaïtilingos. Ensuite, la fille de Louise a épousé Alexandre Gobindos, Alexandre Bichai Gobindos, donc la famille Gobindos Bichai. Ensuite, un fils à Dekilom, c'est-à-dire le frère des 2 filles. Lui, il va épouser une fille de... Moutoussami. Oui, de Sainte-Rose, Thérèse Moutoussami. Et c'est le frère de Thérèse qui, lui, va venir au Lamentin et va épouser une Narayane. Voilà. Donc, vous avez toutes ces familles-là qui sont imbriquées les unes dans les autres, enfin, voilà, avec des mariages. Et ensuite, on a encore la fille de Paulin Moutoussami et de Louise Narayane qui va épouser monsieur Hérin. Donc, vous avez vu tous les noms que je vous ai donnés se retrouvent au sein de cette famille à Dekilom. Oui, jusqu'à maintenant. Oui, puisque, bon, après, jusqu'à maintenant, il y a eu quand même du brassage depuis. Oui. Par contre, je note, en fait, parce que je connais que Gayadine, c'est resté qu'au Lamentin. Ils n'ont pas émigré, eux. Oui, mais bon, ils se marient... Il n'y en a pas à Capesterre, il n'y en a pas au Moule, il n'y en a pas... Mais ils se marient quand même sur Bémao. Oui, Bémao, mais ils sont restés dans le nord. Quoique, il y a un Gayadine qui a épousé une fille de Capesterre, une fille Narayane Sami de Capesterre, mais ils habitaient le Lamentin, c'est-à-dire que le père travaillait au Lamentin, donc il l'a rencontré au Lamentin. Alors, un nom que je connais bien, Ragoubert.
Ce sont des gens du Lamentin. Alors, les Ragoubert, vous connaissez Annick. Oui, voilà, sûr. Annick, elle vient du Lamentin. Oui. Donc, sa famille est toujours implantée au Lamentin, oui. Oui. Alors, je ne vais pas demander pour les Ramassami, parce qu'on connaît. Alors, par contre, ce qui est intéressant, avant de terminer, Daniel, c'est la signification de quelques noms. Alors, la signification de quelques noms, oui, j'ai relevé, si on peut avoir la vidéo, enfin la diapositive. Oui. Donc, j'ai relevé quelques noms. Donc, on a au départ, évidemment, puisque c'était les premiers bateaux qui venaient donc du sud de l'Inde, donc on a les noms tamouls, donc Adekilom, et Lapin, Vaitilingon, Mutusami, Narayane, Abdul. Abdul, Ah non, Abdul, c'est arabe, pardon. Donc voilà, c'est les 5 noms tamouls qu'on a. Donc Adekilom, et Lapin, Vaitilingo, Mutusami, Narayane. On retrouve donc dans cette... Effectivement, puisque je vous ai dit que c'était les premières familles implantées. Donc ces familles-là, ce sont des familles tamouls. Donc les significations sont pas là? Oui, Mutusami, Dieu de la perle, on le savait. Oui. C'est 2 noms composés, donc Mutu qui veut dire perle et Sami qui veut dire Dieu. Donc on a Mutusami, Dieu de la perle, on a Narayane qui correspond au Dieu Vishnu, celui qui demeure sur l'eau. On a Vaitilingon qui est un nom tamoul du Dieu Shiva, vénéré au temple de Tanjavo. Oui. Et le lapin, maître ou gardien des frontières, c'est le nom d'une divinité. Beaucoup de noms, ce sont des noms de divinités ou des avatars. Ensuite, on a les Arabes. Oui. Donc Abdul, qui correspond à Abdul Manen Roudine, et Gayadine. Ce sont les 2 noms arabes que j'ai trouvés au Lamentin. Et puis après, dans la dernière période, on a les noms Indi. Donc qui sont un peu plus nombreux, puisque bon, c'est un brassage quand même de plusieurs origines. Donc on a les Boudous, les Mathura Parsad, les Ganga, qui veut dire le Gange, un Ganga, Ragoubert, Rambojan, Ramlal, Soukhrout, Ramsaï. Soukhrout, on le trouve à Capesterre. Soukhrout Ramlal. Oui. Mais c'est pareil que Bichai Gobindos. Oui. C'était Soukhrout Ramlal. Le prénom Soukhrout Ramlal est devenu le nom Soukhrout Ramlal. Oui. Mais dans la même famille, vous avez des Ramlal et vous avez des Soukhrout Ramlal. Oui, bien sûr. Je connais Capesterre, j'ai eu des Ramlal et des Soukhrout Ramlal, effectivement, que j'en connais toujours. Bien, alors, un dernier mot peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce Nord-Bastère, globalement, par rapport à ce que vous avez fait comme recherche? Bon, je vous ai dit à peu près, donc la particularité, c'était effectivement les doubles noms, triples noms parfois. C'était aussi, c'est la commune de Sainte-Rose qui est la plus importante. Donc, quand on va travailler sur Sainte-Rose, on va revenir dessus. Ça, oui, mais je n'ai pas encore été à Sainte-Rose. Je n'ai pas encore contacté la mairie. Donc, il me reste encore à faire cette commune, à faire Bémao. Petit-Bourg, nous avons eu un document de M. Harry Boussillon. Donc là, j'ai travaillé dessus. Ça va venir aussi quand j'aurai... Enfin, j'attendais aussi la fin de la grève pour pouvoir me replonger dans... Alors, la prochaine, dans le mois de mai, ce sera quelle commune on fera? On peut parler à ce moment-là peut-être de Port-Louis, Petit-Canal, puisqu'on n'a pas encore fait cette région-là. Et le moule, ça va être un gros morceau aussi. Ah oui, le moule Saint-François, c'est des gros morceaux, ça. Saint-François, on l'a fait la dernière fois. On l'a fait? Oui. Mais moule est plus important, c'est vrai, c'est une plus grosse commune. Moule, c'est une grosse commune. Donc là, il faudra sélectionner aussi. On n'aura pas assez de temps pour travailler sur Alors, une dernière chose, Daniel. Est-ce qu'il y a des noms qui ont complètement disparu aujourd'hui? Oui, mais je ne les retiens pas parce que généralement, oui, il y a beaucoup de noms qui ont disparu puisque les gens sont morts. Oui, et il n'y a pas eu de descendance, c'est ça? Oui, vers les années 30, on a des noms qui disparaissent. Des noms qui disparaissent. Oui. Et bon, je ne les garde pas parce qu'après, je travaille sur les vivants. Oui. Donc les vivants, en fait, c'est une généalogie des vivants. Oui. Donc les gens qui sont morts en cours de route, ils sont dans la base quand même. Je ne les jette pas, je veux dire. Ils sont comptés dans les 36 000... 40 000 qui sont arrivés. Voilà, j'ai à peu près, je vous ai dit 36 000... non, dans les 36 000 personnes de la base que j'ai répertoriées. Donc, ils sont dans la base, ils sont comptabilisés, mais quand je fais le classement, quand je fais le travail sur les communes, je ne les recense pas. Je recense ceux qui sont là, encore présents et qui ont une ascendance. Merci en tout cas pour ces renseignements. Et si vous voulez plus d'informations, Daniel est à votre disposition. Elle a son Facebook. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. J'imagine, qui ont envie de savoir d'où viennent leurs noms et qui comprennent. Et c'est le but de cette émission-là, justement, de permettre aux Guadeloupéens d'origine indienne de savoir leur descendance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. Il est 13h32. Deuxième pause. La suite dans un instant.
Voilà, bien, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant notre psychologue habituel du ZCL. Bonjour Charline. Bonjour. On parlera de quoi aujourd'hui? Alors, c'est notre chronique Inspiration, hein, comme d'habitude. Oui. Donc oui. là, aujourd'hui, on va parler association Oui. et rassemblement des associations. Voilà, on va vous expliquer tout ça. À tout à l'heure. Et on reçoit comme chaque semaine quelqu'un de la mutualité ou de la CRES. Cette fois-ci, c'est la mutualité. Bonjour, monsieur Bajou. Bonjour, monsieur Zadronis. Et c'est très important en ce moment, ce RGPD. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Vous allez nous expliquer? Oui. Ouais, dans un instant, on revient vers vous pour le règlement général des protections des données. C'est très important en ce moment parce qu'il y a beaucoup de télétravail, beaucoup de numérique et aussi beaucoup de hacking. Voilà, pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est le drone, puisque on l'utilise beaucoup de plus en plus aujourd'hui pour faire des clips, pour voir un peu ce qui se passe en haut. Mais il y a une réglementation. Et là, on est tombé sur deux jeunes femmes, Marlène et Charline, qui sont télépilotes professionnels. Et ce sont deux pilotes de drone. On voit ce reportage de Stanley Manicor. J'ai acheté un drone pour partir en voyage et j'ai commencé à faire des images aériennes. Je suis tombée amoureuse de la sensation de voler et des images qu'on pouvait créer avec un drone. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier, tout simplement. C'est un métier très masculin en effet. Je pense qu'on doit être même pas 1% de tous les télépilotes professionnels, en tout cas, être des femmes, donc c'est assez rare. Et justement, aujourd'hui, je suis en Guadeloupe parce que je suis venue rencontrer une collègue, pilote de drone également ici en Guadeloupe. Alors Marlène et moi, pour la petite histoire, on s'est rencontrés donc via les réseaux sociaux, via Instagram. Et c'est notre passion commune du coup du drone et le fait donc voilà qu'on soit des femmes dans ce milieu plutôt masculin qui nous a poussé donc du coup à prendre contact l'une avec l'autre. Et je lui ai proposé donc de venir faire un petit tour en Guadeloupe et de découvrir notre belle île et donc du coup de voler ensemble en drone. Rencontre assez inédite. On en est fiers aussi du coup, on est contente de partager aussi ces moments-là ensemble et voilà et de le faire partager également donc avec les autres. Ça change, moi à la base je suis auvergnate, donc on a des volcans et des lacs. Ici on a la mer, on a l'océan, la chaleur, c'est entre Basse-Terre et Grande-Terre, il y a tout un mélange, j'allais dire, entre la forêt très sauvage et la terre plus sèche avec l'océan. C'est juste magnifique, surtout avec le drone, quoi. Je passe rarement 2 fois dans le même pays et la Guadeloupe, ça fait déjà 2 fois. Donc je pense que ça résume un petit peu ce que je pense de la Guadeloupe. Tous les paysages sont beaux. On a des préférences effectivement des fois pour la verdure et ses forêts, le littoral, on a des plages magnifiques, le bleu de l'océan. Voilà, il y a des spots. Plus de pilote, je suis formatrice de drone, donc je vois aussi quelques femmes, je forme quelques femmes et je trouve que les femmes ont un côté artistique